11 août 1944, déportation de 600 juifs et résistants dans le dernier train parti de Lyon à destination des camps de la mort. L'audience est ouverte. Je demande au service d'ordre d'introduire l'accusé, s'il vous plaît. Le 11 mai 1987 s'ouvre devant la cour d'assises du Rhône le procès de Klaus Barbie, accusé de crimes contre l'humanité. 37 jours d'audience pour établir sa culpabilité. Alors, accusé, quels sont vos noms et prénoms? Altmann Klaus. Vous êtes né à quelle date, s'il vous plaît? 25 octobre 1913. 25 octobre 1913. À quel endroit? Bad Godesberg. À Bad Godesberg. Près de Bonn. Quelle est votre profession? Kaufmann. Commerçant. Commerçant. Et quel est votre domicile au moment de votre arrestation? La Passe. La Passe. Vous nous dites, vous vous appelez Altmann. Votre père s'appelait Barbie. Depuis quand utilisez-vous le patronyme de Altmann? Je suis nationalisé depuis le 3 octobre 1957 en Bolivie. 1957 en Bolivie sous les deux noms, Klaus Altmann et Klaus Barbie. Mémoire, histoire et justice, le procès Barbie. Le verdict du procès Barbie sera connu vendredi prochain, c'est-à-dire le 3 juillet. Avant les plaidoiries de la défense, la semaine prochaine, il y avait aujourd'hui les deux dernières plaidoiries des parties civiles, et notamment celle de Roland Dumas, l'ancien ministre des Relations extérieures, maître Dumas qui avait choisi pour thème la défense de la résistance, une prestation en forme d'appel pour les nouvelles générations, en quelque sorte une main tendue pour la réconciliation franco-allemande. J'ai voulu essayer de sensibiliser la Cour et le jury sur le fait que cette date restera dans l'histoire et que, comme nous sommes enregistrés, il faut que les générations qui viendront sachent que là, le 3 juillet, s'est passé quelque chose. Un message a été envoyé. J'ai tenu à bien marquer un aspect particulier du procès. C'est Madame Le Sèvre qui a voulu que je le fasse. Quand je lui ai posé la question de savoir comment elle voyait l'Allemagne d'aujourd'hui, elle m'a dit « Je n'ai aucun ressentiment à l'égard de l'Allemagne d'aujourd'hui et en particulier envers sa jeunesse ». Et je crois que cette parole est un message en direction de l'Allemagne qui a ses problèmes, une jeunesse qui essaie de savoir, une jeunesse à laquelle on ne dit pas toujours tout ce qui s'est passé. Et ce procès, les débats qui ont eu lieu, les témoignages, la présence de cette avocate allemande font que j'espère que ce message sera entendu, qu'il sera compris et que nous voulons par là aider la démocratie allemande dans sa construction de l'Europe avec nous. Les propos de Roland Dumas recueillis par nos confrères de Radio France Lyon. Vendredi 26 juin 1987, 32e audience. Maître Jakubowicz, vous avez la parole. Monsieur le Président, Messieurs de la Cour, Mesdames et Messieurs les jurés, au moment où, par ma voix, 6 millions de victimes vont tenter de s'adresser à vous, vous avez, vous, en toute sérénité, assisté, vécu 31 audiences de ce procès. 170 heures environ de présence, d'émotion, d'impatience, sans doute parfois, mais que vous n'avez jamais laissé apparaître. Vous avez entendu 105 témoins, 37 plaidoiries. Vous devez être là. Et pourtant, je sollicite et j'ose vous le dire, je revendique une fois encore votre attention. Il me revient en effet, aux côtés de Maître Roland Dumas, de clôturer ces 8 jours de plaidoirie des parties civiles. La tâche est d'importance. En effet, lorsque nous nous serons tus, Maître Roland Dumas
et moi, vous n'entendrez plus au cours de ce procès la voix des victimes. À partir de lundi, Monsieur le procureur général s'adressera à vous. Bien sûr, j'en ai parfaitement conscience, il vous parlera merveilleusement bien des victimes. Mais sa voix sera celle de la justice française, celle au nom de laquelle vous allez rendre la justice. Ensuite, c'est la voix de l'accusé que vous serez censé entendre par l'intermédiaire de ses avocats. Enfin, c'est votre voix à vous que nous attendrons tous, la voix de la justice. Alors, pour l'heure, permettez-moi, au nom de la communauté juive de France, représentée à cette barre par le consistoire central israélite et par le comité de coordination des organisations juives de Lyon, permettez-moi, une dernière fois peut-être, de vous parler de 44 enfants et de quelques centaines d'adultes que Klaus Barbie a sciemment et délibérément envoyés à la mort parce qu'ils étaient juifs. D'aucuns seront peut-être surpris que je représente ici la communauté juive de France, moi qui ne suis ni un rescapé des camps de la mort, ni un survivant de la persécution. Je vous avoue, honnêtement, que je m'en suis moi-même étonné. Mais ce n'est pas un hasard. C'est en effet au titre de l'avenir, et notamment, bien sûr, de l'avenir juif, fidèle à sa mémoire, fidèle à son passé, que je suis devant vous. Parce que ce procès, je le pense très profondément, ce procès est un procès qui doit être fait pour l'avenir, pour l'espérance. Ce serait en effet une erreur de croire que ce procès serait fait pour les Juifs, pour les résistants, ou pour tels autres survivants ressassant leurs héroïsmes ou leurs malheurs. Ce procès, il est fait et il doit être fait pour des hommes qui ont dominé ces malheurs et qui portent le souci et la responsabilité de fonder et de conforter une société de justice et de liberté. Ce procès, il est fait pour ces 25 millions de Français, la moitié de la population de notre pays, dont la plupart d'entre vous, mesdames et messieurs les jurés, moi-même, nous qui n'avons pas connu cette période si dramatique, si noire de l'histoire de notre pays et de l'humanité. Ce procès, il fait de nous les contemporains de cette période. Et en même temps, il faut que nous en soyons conscients, les dépositaires de sa mémoire, sans laquelle il n'y a pas d'avenir. Et cela, je me permets d'insister sur ce point, est capital. Vous le savez, les derniers témoins disparaissent. Vous en avez entendu. Mais les générations qui vont nous succéder ne les entendront plus. Ces générations ne connaîtront Auschwitz que par l'intermédiaire des livres. Et ce procès, s'il doit avoir une utilité, c'est celle de permettre que ces livres ne soient pas des abstractions ou des falsifications de l'histoire. Alors, ce procès n'est pas seulement un procès utile, c'est un procès indispensable. On vous l'a dit, et je n'hésite pas à vous le redire. Il convient tout de même de ne pas se tromper de procès. Nous ne sommes pas ici, je le dis face à la défense, nous ne sommes pas ici effectivement pour faire le procès du nazisme, même si c'est cette idéologie qui a inspiré les crimes de l'accusé. Mais nous ne sommes pas ici non plus et surtout pas pour faire le procès de la France, voire même celui de la France de Vichy. Nous sommes ici, vous êtes ici, pour juger un homme, un criminel, un nazi, Klaus Barbie, dans les limites incontournables des crimes pour lesquels il n'a pas encore été jugé tels qu'ils ont été établis dans l'acte d'accusation et au cours des audiences auxquelles vous avez assisté. Et déjà cela, ce n'est pas une mince tâche. Certains ont prétendu que ce serait trop tard. Eh bien, je leur dis, vous avez tort. Vous avez tort parce que ne pas faire ce procès au motif que 40 années se sont écoulées, ce serait non seulement contraire à la loi, tant nationale qu'internationale,
qui a décidé de l'imprescriptibilité des crimes contre l'humanité, comme Monsieur le bâtonnier du Grand Rue vous l'a si bien rappelé il y a quelques jours, mais encore et peut-être surtout, ce serait déconsidérer la justice et la vider de son sens profond. Parce que renoncer à juger de pareils crimes, c'est, prenez-en bien conscience, se rendre complice de leur répétition. Et nous savons et nous sommes tous d'accord sur ce point, que les risques existent. Oui, des crimes monstrueux sont perpétrés tous les jours aux quatre coins du monde. Oui, des perversions totalitaires de toutes sortes, des oppressions de toutes formes, des injustices, comme celles qui frappent ceux qui ont faim. Ces crimes monstrueux, ces perversions, ces oppressions, ces injustices, il nous faut les combattre, il nous faut les dénoncer. Mais prenons garde. Sommes-nous autorisés à le faire si nous ne commençons pas d'abord à juger Klaus Barbie sur les lieux de ses propres crimes, c'est-à-dire en France, ici, à Lyon. Et c'est en France, ici, à Lyon, que vous rendez la justice, pas ailleurs. Alors il est trop simple de réclamer la justice ailleurs lorsqu'on ne commence pas à la rendre chez soi. Je vous ai dit, procès pour l'avenir, mais existe-t-il un avenir si nous ne posons pas avant des références, si nous n'avons pas avant une mémoire? Alors, je vous rassure tout de suite, je ne vais pas vous parler philosophie. Je souhaite, si c'est possible, m'adresser à votre cœur et en citant peut-être des cas qui vous sont personnels. Monsieur le Président, messieurs de la Cour, mesdames et messieurs les jurés, vous avez tous des souvenirs de bonheur, de malheur. Mais quand ces souvenirs de l'être aimé, de l'enfant perdu, du bonheur envolé se sont estompés, que vous reste-t-il? Eh bien, il vous reste la mémoire, parce que vous êtes des êtres humains, et vous vivez de cette mémoire. C'est grâce à elle que vous pouvez vivre votre histoire, et vous pouvez rester libre. Cette mémoire et cette histoire sont ce qui vous permet de surmonter les drames de votre propre existence, et de construire, d'entreprendre, car elles font partie de votre dignité d'homme. Un peuple, tout comme un individu, comme vous-même, comme moi-même, doit impérativement avoir sa mémoire et son histoire, qui sont garantes de sa pérennité. Le peuple de France, nous le savons tous, a les siennes. Malgré Vichy et ses lois, malgré les collaborateurs et les miliciens, dont on vous a beaucoup parlé et dont on vous parlera sans doute encore, le peuple de France n'y a pas renoncé. Et ce fut son honneur, et notamment celui de la résistance. Le peuple juif a lui aussi sa mémoire et son histoire. Je suis devant vous pour en témoigner. Et il n'est pas indifférent de rappeler que je le fais dans le cadre de la justice de notre pays, qui a lui-même une si grande place dans la mémoire et dans l'histoire universelle, comme promoteur des valeurs de justice, de liberté et de droits de l'homme. Et ce n'est pas sans une certaine fierté que je le dis très honnêtement. Je revendique ici cette double mémoire, celle du peuple juif qui est le mien, celle du peuple de France qui est le mien. Alors, me direz-vous, mémoire, histoire, vous nous avez dit que vous ne nous parleriez pas de philosophie, on s'éloigne du dossier. Eh ben non, nous sommes dans le dossier. Nous sommes dans le dossier parce que si vous faites un petit effort de réflexion, et je suis sûr que vous êtes là pour le faire, vous vous poserez la question. Cette mémoire, cette histoire, comment sont-elles apparues devant nous au fil de ces audiences? Car elles sont apparues. Et elles ne sont pas apparues sous forme d'abstraction. Elles sont apparues sous forme concrète, douloureuse, bouleversante, de survivants qui surgissaient de cette histoire atroce pour vous la raconter, pour la revivre devant vous, avec vous, et pas pour n'importe quoi. Ces survivants ont revécu cette histoire
pour vous permettre de juger un criminel, pour vous permettre de juger Klaus Barbie, non pas pour le lyncher, mais pour le juger en toute vérité, en toute sérénité, en toute objectivité. Rappelez-vous ces survivants. Ils vous ont dit leur drame, mais ils vous ont dit leur drame parce qu'ils étaient présents. Souvenez-vous, la façon dont qu'ils avaient de parler de ceux qui précisément ne sont pas présents, les grands absents de ce procès. Non pas Klaus Barbie qui a fui, mais ceux qui, si nombreux, hommes, femmes, enfants, ont été ces victimes. Et c'est précisément de ces victimes, et pas de n'importe quelle victime, de celle de Klaus Barbie, que je veux vous parler, peut-être pour la dernière fois. Je veux vous parler de leur histoire, de leur mémoire, et m'interroger avec vous. Qui furent ces victimes? Comment ont-elles été choisies? Qu'ont-elles vécu? Que sont-elles devenues? Qui furent les victimes de Klaus Barbie? La réponse est simple. Des gens comme vous. Vous avez vu ces hommes, vous avez vu ces femmes. Rien ne les distingue de vous que ce qu'ils ont enduré. Mesdames, c'est peut-être plus particulièrement à vous que je m'adresse à présent. Il y a des victimes que vous n'avez pas vues. Ce sont les enfants. Parce que ceux que vous avez pu voir survivants sont aujourd'hui des adultes. Or, rien ne peut vous permettre de mesurer l'intensité qu'aurait pu prendre votre regard, votre révolte, votre douleur, votre réaction si ces enfants, vous les aviez vus devant vous lorsque, joyeux et candides, ils partaient pour la mort, emmenés par l'accusé ou ses sbires en chantant. On vous l'a dit, je sais, et je ne crains pas de vous le répéter. Si un seul fait, un seul, devait être évoqué devant vous, comme père, comme mère, comme citoyen de cette République, ce serait celui-là. Le départ des enfants vers la destination que vous savez et qu'il savait, lui, Klaus Barbie. Il vous appartient d'apprécier la dimension de ce crime. C'est ce que vous ferez au cours de votre délibération. Alors, c'est une chose de savoir qui furent ces victimes, nous le savons. Comment ont-elles été choisies? Elie Wiesel est venu vous le dire. Toutes les victimes, vous a-t-il déclaré, n'étaient pas juives, mais tous les juifs étaient des victimes. Il y eut des résistants, qui étaient des combattants, sans lesquels, moi, juif, aujourd'hui, né après la guerre, je ne serais pas devant vous, dans un pays libre et une république restaurée. Ces résistants, ils avaient fait le choix du combat, pour l'honneur de la patrie et la liberté de leurs enfants. La monstruosité des sévices et des crimes dont ils ont été victimes justifie pleinement leur présence ici. L'arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation du 20 décembre 1985 leur a ouvert les portes de ce prétoire. Il y eut ceux qui furent raflés par hasard, qui n'étaient ni juifs ni résistants, vous en avez vu, mais qui étaient suspectés d'être l'un ou l'autre, ou l'un et l'autre. N'oubliez pas, en effet, n'oublions pas les juifs résistants qui ont été évoqués par M. Chaban-Delmas dans sa déposition. Et puis, il y a eu ceux qui avaient tout simplement été dénoncés pour des motifs personnels. Et oui, cela a existé. Et enfin, il y a eu les Juifs. Vous ne vous étonnerez pas que j'appelle plus particulièrement votre attention sur leur cas. Mais soyez certains d'une chose, c'est que cela n'enlève rien au sacrifice des uns, à la malchance des autres, au courage et au bonheur de tous. Mais ceux-là, ces Juifs, avaient été choisis pour ce qu'ils étaient et non pour ce qu'ils avaient fait. Ils étaient, comme vous le savez, coupables uniquement d'être Juifs. Et cela suffisait pour qu'ils soient
irrémédiablement condamnés. 6,5 millions de Juifs, dont 1,5 million d'enfants, périrent comme les 44 enfants d'Isieux. Ils n'avaient commis aucun crime autre que celui d'être juifs, je vous l'ai dit, ils étaient juifs, simplement, et ne l'avaient pas choisi. Alors, bien sûr, on m'objectera que Klaus Barbie, et c'est vrai, n'est pas responsable de la mort de toutes ces victimes. Mais ce qui est aussi vrai, et vous le savez, nous le savons tous, c'est que c'est lui, Klaus Barbie, qui a choisi, parmi ces 1,5 million d'enfants, 44 enfants à Isieux, parmi ces 6 millions de Juifs, 86 autres, rue Sainte-Catherine, et quelques centaines encore à Montluc pour former le dernier convoi. C'est lui qui les a désignés, c'est lui qui les a arrêtés, c'est lui qui les a convoyés. Et cela est important. André Frossard, que vous avez entendu comme témoin devant vous, a justement analysé la responsabilité des acteurs de ces arrestations, de ces rafles, qui se dérobent devant leur culpabilité. André Frossard a écrit la chose suivante. Le crime, dit-il, ne commençait pas, comme d'aucuns semblent le croire, sur le seuil de la chambre à gaz ou au bord de la fosse commune. Il ne commençait pas avec les premières cruautés du camp ou les coups de seringue des pseudo-médecins affiliés aux têtes de mort du gardiennage SS, mais beaucoup plus tôt. À vrai dire, il était consommé devant Dieu et devant la morale, dès l'arrestation d'une famille dont on savait très bien la destination. Les individus qui allaient porter la main sur des enfants étaient déjà des assassins en montant l'escalier. Alors, André Frossard, qui n'est pas juge, parle de culpabilité devant Dieu et devant la morale. Mais vous êtes juge, et vous direz la culpabilité devant la justice. Alors, Monsieur le Président, Messieurs de la Cour, Mesdames et Messieurs les jurés, je voudrais, en terminant, je vous rassure, dissiper une confusion qui ici ou là, a pu s'instaurer dans l'opinion entre les notions de jugement, de pardon et d'oubli. Le pardon, c'est la décision d'une victime qui peut suivre l'aveu d'une faute par le coupable, l'engagement de ce coupable de ne pas renouveler la faute, la demande de pardon de ce coupable. En conséquence, seule la victime peut pardonner à la condition que le pardon lui soit demandé. Ici, vous n'êtes pas victime. L'accusé n'a pas avoué, il n'a pas demandé pardon. Je dirais, respectueusement, ce n'est donc pas votre mission. L'oubli, c'est l'usure du souvenir et l'abolition de la mémoire. L'oubli est concevable et recommandé après le pardon, pas avant, car sinon la justice n'aurait aucune raison d'être. Alors le bilan, vous n'êtes pas là pour pardonner, vous n'êtes pas là pour oublier, vous êtes là pour juger et sanctionner. Que sera la sanction? Je l'ignore. Je sais en revanche ce qu'elle ne sera pas. Je l'ai déjà dit au cours d'une de mes premières interventions au cours de ces débats, et je crois que pour terminer, il n'est pas indifférent que je le rappelle. Comme il n'est pas indifférent, effectivement, de dire que Klaus Barbie ne sera pas condamné à mort. Et s'il ne sera pas condamné à mort, il ne le devra pas au talent de ses avocats, mais à la démocratie, devant laquelle il n'a pas même la décence de comparaître. En toute hypothèse, ma mission n'est pas de requérir, mais votre mission est de requérir une peine, mais votre mission est de la prononcer. Je le dis parce que je le ressens très profondément. Quel que soit le rôle qui est le mien ici,
Je ne suis pas un procureur, je suis avocat. Ma robe est noire, c'est celle de la défense et j'en suis fier. Je n'accepte pas d'être ravalé au rang de cette partie civile que l'on désigne avec dédain. Je suis avocat, je l'ai dit, je le répète et j'en suis fier. Je revendique à cette barre, et je pense avec moi mes confrères de la partie civile, le titre d'avocat de la défense de l'histoire, de la défense de la mémoire, de la vérité, de l'avenir. Cette défense-là, ne croyez-vous pas qu'elle vaut bien celle de l'accusé? Sanction. Sanction, on l'a également dit. Aucune de ces sanctions, même la plus lourde, ne sera jamais à la mesure des crimes de Klaus Barbie. Mais je vous pose la question, je nous pose la question, est-ce le plus important? Ce qui est important en jugeant de crimes contre l'humanité, c'est avant tout de juger pour l'humanité. Par votre décision, vous laisserez une référence au droit, à la morale, à l'histoire. Vous laisserez une jurisprudence qui interdise l'oubli et la répétition. C'est, j'en suis persuadé, ce que tous les hommes épris de justice attendent de cette cour d'assises. Votre décision doit interdire à tous les Barbies, aux amnésiques et aux falsificateurs de tuer les morts à nouveau. S'ils y réussissaient, vous a dit Elie Wiesel, ce ne serait plus leur faute, mais la nôtre. Alors, quand, d'ici quelques jours, vous vous retirerez pour délibérer, quand vous serez dans cette salle des délibérations, face à votre âme, face à votre conscience, comme vous le dit la loi, moi je vous le demande, faites parler votre cœur. N'oubliez pas pour que nul n'oublie, le visage des enfants d'Isieux, c'est le visage d'enfants qui auraient pu être les vôtres, c'est le visage de l'humanité. Maître Jakubowicz, la Cour vous remercie. Maître Roland Dumas. Je n'ai pas cru, pas plus qu'aucun d'entre vous, j'en suis sûr, la fable judiciaire, la légende du procès en Bolivie. J'ai été enlevé, dit Barbie. Je ne suis pas là régulièrement. J'ai introduit un recours en Bolivie, ce n'est pas votre affaire. Mais quand on sait que ce recours a été introduit au mois d'avril dernier et qu'il avait 5 ans pour le faire, c'est la meilleure preuve qu'il n'y croit pas lui-même. Était-ce la peur de croiser une dernière fois le regard de ses victimes? J'ai pu le penser. J'ai écarté de moi cette idée. Parce que il sait le faire. Il l'a montré à l'instruction, il l'a montré ici. Non. C'est parce que, prisonnier de son système de défense, Barbie n'aurait pas pu éviter de la part de l'un d'entre nous ou de monsieur le procureur général l'inévitable question: Barbie, vous ne saviez pas, peut-être, mais aujourd'hui que vous savez, que pensez-vous de tout cela? Vous avez essayé, Monsieur le Président, de l'engager dans cette voie. Quelle était ambiguë cette réponse que vous avez reçue
Je ne peux pas vous parler du nazisme en 3 minutes. Et si la question lui avait été posée, peut-être le lui sera-t-elle encore. Il n'avait que 2 attitudes. L'une qui consistait à dire « Oui, enfin, je comprends. Je comprends maintenant pourquoi je serai expiatoire dans ce prétoire. » Mais un nazi ne se repent jamais. Un SS ne se repent jamais. Il avait, ou il aurait eu l'autre attitude qui consistait à dire, d'un revers de main, je ne crois rien de tout cela, et je ne renie rien de ce que je suis, le procès s'arrêtait. Il lui fallait donc repartir pour ne pas entendre la vraie question qui lui aurait été posée par l'un de nous. Certes, il présentera, j'en suis sûr, par l'intermédiaire et le truchement de ses défenseurs, une désapprobation globale de ce que fut le nazisme et de ce que furent les exactions de la guerre. Mais cela n'aura jamais la même valeur qu'une parole tombée des lèvres de Barbie, ici même, et enregistrée à la face du monde. Ce silence, cette absence de repentir, ce départ, c'est pour moi comme un deuxième serment de fidélité porté ici même à notre face au souvenir d'Hitler et d'hitlérisme. Tout l'homme sert ma démonstration, et on l'a dit ici, je ne veux pas y revenir. Il a adhéré de corps et d'âme, de cœur et d'âme au nazisme. Il a fallu pour la réussite de cette entreprise monstrueuse la rencontre de l'idéologie, d'un système et d'un type d'homme. L'idéologie, on en a assez parlé. Elle avait ses faux philosophes, elle avait ses savants, elle avait ses hommes, ce Rosenberg, avec son mythe du XXe siècle, sur le surhomme, bouillant et déformant Nietzsche, Goebbels, proclamant à la face du monde, à la fin de la guerre, avec nous il n'y aura pas d'après. C'était le mythe, effectivement, du nazisme. Il y a adhéré, mais il fallait aussi que ce fût un type d'homme. C'est vrai que vous n'avez pas à juger l'idéologie, vous avez à juger l'homme, mais faut-il encore savoir de quoi il est fait et à quoi il a adhéré. Comment ce jeune homme dont on nous dit qu'en Allemagne, à une époque, il envisageait de faire des études de théologie, comment a-t-il pu jeter par-dessus bord tout ce qui faisait la richesse d'une civilisation, au point que ses sentiments religieux oubliés ont procédé ici même à l'exécution, à la torture de prêtres, de représentants de l'Église. Comment cet étudiant possible pour un séminaire aurait-il oublié aussi le mot de ce héros de la culture allemande, Parsifal, auquel on dit un jour « On n'entre pas en armes dans un lieu sacré. » Savez-vous quel est ce jour sacré? C'était le jeudi saint, jour où il est allé, avec d'autres, enlever des enfants. Ah, les enfants dans ce dossier. Il fallait donc la rencontre
avec ce type d'homme qui est devenu ce qu'il est devenu. Et nous retrouvons, jusque dans son comportement, depuis qu'il sait qu'il doit être jugé, la trace, le fer de cette marque. D'abord, lorsque, à l'instar des grands du nazisme, il disparaîtra de la scène, où il n'aurait joué qu'un rôle secondaire. C'est le procureur Jackson au procès de Nuremberg qui résume assez bien le comportement de ceux qui vont être jugés par le tribunal international. Il a devant lui au premier rang les accusés Göring, Ribbentrop, Hess, Kaltenbrunner, Rosenberg, Speer, Schacht et les autres. Et voilà ce qu'il dit. Si nous combinons seulement les histoires du premier rang, c'est un tableau ridiculement composite du gouvernement de Hitler qui apparaît. Il était composé d'un numéro 2, Göring, qui ne savait rien des excès de la Gestapo qu'il avait créé et qui n'avait jamais soupçonné le programme d'extermination des Juifs, bien qu'il fût le signataire de toute une série de décrets qui instituaient la persécution de cette race. Un numéro 3 qui n'était qu'un innocent intermédiaire, transmettant les ordres d'Hitler sans même les lire, comme un facteur ou un garçon livreur. Un ministre des Affaires étrangères qui connaissait peu de choses en matière d'affaires étrangères. Un feldmaréchal qui donnait des ordres aux forces armées, mais n'avait pas la moindre idée des résultats qu'ils auraient pratiquement. Le chef du service de la sûreté, qui avait l'impression que les fonctions policières de la Gestapo et des SS consistaient en quelque sorte à diriger la circulation. Est-ce que vous ne retrouvez pas là le langage que nous avons entendu et que nous entendrons encore? Barbie ne réglait pas la circulation dans les rues de Lyon, mais tout comme lorsque son équipe se rendrait, ou une équipe se rendrait le 6 avril à Isieux, que fait-il? Il rédigerait un télégramme. Et lorsque le 11 août, on prépare le dernier convoi de la mort, que fait-il? Il brûle des télégrammes. Autre détail de ce caractère, la menace. J'ai été frappé de voir par quelle graduation la menace dans ce dossier prenait de l'ampleur. La France, la résistance, Jean Moulin, la guerre d'Algérie, tout le monde allait en prendre pour son grade. On a répondu à tout cela. Mais ce qui m'a frappé, c'est que dès 1972, lorsque Barbie est interrogé par Ladislas de Hoyot à la question « Que se passera-t-il si vous êtes ramené en France pour être jugé ?» Que répond-il? « Ce sera une très mauvaise chose pour la France. » En 1972, le chantage est déjà dans le dossier. Il n'y manquera que l'imagination médiatique. Elle y entrera en avril 1983. Une adhésion de corps et d'âme, un vrai personnage en réalité, un grand responsable. Comment Barbie peut-il soutenir qu'il ne serait qu'un simple exécutant, lui auquel on confie à Lyon en 1942 la charge et la responsabilité de 10 départements pour y assurer la répression, à Lyon qui est devenu
la deuxième capitale de la France et en tout cas la première capitale de la résistance française. 10 départements sur le territoire desquels il aura, comme vous l'a rappelé M. Delarue, droit de vie et de mort sur tout un chacun qui sera craint de la propre armée allemande, qui peut agir à sa guise, exécuter bien sûr les ordres reçus sans que cela soit une excuse, comme l'a montré le bâtonnier du Grand Ruth, mais surtout prendre des initiatives. N'oublions jamais ce que Knochen a dit, entendu par le magistrat instructeur. C'est une initiative locale, Isieux. Un second plan, Barbie, qui connaît un avancement exceptionnel en 2 années de présence à Lyon, qui arrive comme sous-lieutenant, qui est fait lieutenant, puis capitaine, et qui est promu ou proposé comme commandant dans les 2 années de sa présence. Barbie, le lointain Barbie, qui reçoit une lettre de félicitations personnelle de son Führer. Mais il y a bien plus. Quand on a besoin d'un grand responsable pour des tâches de premier ordre, qui va-t-on chercher? Barbie. Lorsque le gouvernement d'Hitler décide de rendre à la liberté M. Bourguiba, qui, comme vous le savez, était un opposant à la France. Mais l'intention des nazis était à l'époque de l'utiliser contre la France. Et le président Bourguiba, qui deviendra le premier président de la République tunisienne, s'il accepte de recevoir la liberté, il dira clairement qu'il n'entend pas s'en servir contre la France. Mais qui va-t-on envoyer pour cette tâche ô combien délicate pour libérer Bourguiba? Barbie. Lorsque la déroute de l'armée allemande commence au mois d'août 1944 et qu'il faut se replier, des actions de grande envergure doivent être entreprises. Il en est une qui a été controversée, c'est vrai, mais elle ne l'est pas du côté de Barbie. C'est celle qui consiste à aller reprendre le général Giraud, parce que le général Giraud, officier supérieur, peut alimenter la lutte et la résistance sur les arrières de l'ennemi. Il faut donc le mettre en état de nuire. Qui envoie-t-on conduire ce commando pour s'emparer du général Giraud? Barbie. La déroute, la débâcle de l'armée allemande, tout le monde se replie, le dernier carré s'installe, les purs de purs se rassemblent. Et dans le bunker d'Himmler, qui trouve-t-on au milieu du Saint des Saints? Qui trouve-t-on? Barbie, avant qu'il ne reparte se battre sur un autre front. Qu'on ne vienne pas nous dire ici qu'il s'agit d'un modeste personnage qui se serait contenté de laisser faire, d'informer, une sorte de boîte aux lettres, le vaguemestre dont parle le procureur Jackson. Il n'est jusqu'à l'analyse faite ici avec minutie par Madame Jungblatt, qui nous montre combien Barbie était jusqu'au fond de lui-même pris par ce système et cette idéologie dont on a assez parlé à cette barre. Madame Jungblatt, quel symbole pour nous, quel nom aussi plein de signification. Le jeune sang. Cette mère de famille, d'enfants
Français et Allemands, venez dire les raisons morales de sa présence. Quel enseignement nous a-t-elle apporté? Et je pense que ce fut un des moments forts de notre procès. J'ai du reste demandé à Madame Le Sèvre quelle était sa réaction. Je lui ai dit, mais aujourd'hui, 40 ans après, comment voyez-vous cette Allemagne? Et Madame Le Sèvre de me dire, je n'ai jamais voulu remettre les pieds à Montluc. Et lorsque j'ai découvert la plaque qui y est apposée, on m'a proposé de visiter ma cellule, numéro 27. Je n'ai pas osé car j'avais peur encore d'entendre derrière moi le bruit des portes se refermer. Madame Le Sèvre qui m'a dit, je n'ai jamais voulu, depuis cette époque, me rendre en Allemagne. Madame Le Sèvre qui m'a dit, pendant des jours et des jours et des nuits, j'ai eu le cauchemar de revoir le visage de Barbie, de me réveiller en sursaut. Eh bien, moi, je n'ai pas de ressentiment pour les Allemands d'aujourd'hui, surtout pas pour cette jeunesse. C'est le même message qui nous a été apporté ici. Et je voudrais qu'au-delà de ce lieu, ce message fût entendu. Votre procès, ce procès, va aider la jeunesse allemande, celle dont le général Bastian a écrit dans son livre qu'elle veut savoir et qu'on ne lui dit pas toujours la vérité. Ce procès va aider la démocratie allemande. Tout ce que nous évoquons s'est produit dans le cœur de l'Europe que nous voulons construire avec l'Allemagne, avec tous les Européens. Il faut que ce procès serve à cette grande tâche. Cela vaudra mieux de prévoir que de jeunes enfants français iront avec de jeunes enfants allemands s'incliner à Auschwitz que de voir déposer à Bitburg des fleurs sur les tombes des officiers SS. Il faut que ce message soit entendu, qu'il passe au-delà de ces murs. Oui, comme ces événements rendent dérisoires beaucoup de choses, que sont dérisoires ces querelles que l'on a cru déceler et que l'on veut amplifier entre des chapelles. Vous avez senti, j'en suis sûr, la portée du symbole. Nous avons voulu qu'aujourd'hui, Jakubowicz et moi, nous plaidions les derniers ensemble. Comme elles sont dérisoires, ces considérations pseudo-juridiques que d'autres juristes ont réparées fort heureusement. Croyez-vous, mesdames et messieurs, que lorsque nous avons ouvert les prisons et les camps, et lorsque nous avons jeté le premier coup de pioche sur les charniers, nous essayions de faire la différence entre un juif jeté à même la terre et un fusillé de la résistance. Croyez-vous que le jeune adolescent que j'étais en septembre 1944, lorsqu'il fallut ouvrir un des charniers
d'une autre région de France, je me sois préoccupé de savoir si le mot qu'avait annoncé le membre de la Gestapo pour justifier l'arrestation d'un père avait quelque fondement. Il était dans la résistance et il cachait des Juifs. Et il avait raison, en plus. Mais il ne m'est jamais venu à l'idée, lorsque nous avons ouvert le charnier, de mettre d'un côté le corps de celui qui cachait le corps de l'autre, parce que l'un était juif et l'autre ne l'était pas. Ils avaient tous les deux, avec les 24 autres fusillés de Brantôme, le visage de la mort brutale, la bouche ouverte, remplie de terre, car on avait jeté les cadavres à même le sol. Dérisoire, tout cela, car tout cela n'avait qu'un seul visage, qui sera le message ultime que vous enverrez au monde. C'était le visage de la barbarie. Ce n'est pas un hasard non plus si nous avons commencé ces plaidoiries avec Serge Klarsfeld et si elles se terminent par moi. Sans que nous le sachions, nos pères sont morts le même jour. Le sien à Auschwitz, le mien dans le sol de France. Le sien parce qu'il avait voulu protéger ses fils. Le mien parce qu'il nous dit avant de mourir, tout cela, je le fais pour vous. Mesdames et messieurs, les vieilles femmes paysannes de France veillent sur la coutume qui veut que lorsqu'un enfant meurt, on l'enterre dans des vêtements blancs. Parce que, nous disaient les vieilles femmes de France, un enfant meurt toujours innocent. Et la mort d'un enfant assassiné partout dans le monde est un malheur pour l'humanité. C'est aussi le message qu'il faudra, au-delà de ces lieux, faire retentir en Afrique du Sud, où des enfants de 8 ans sont en prison, dans le Proche-Orient, où des enfants cherchent un abri sous les bombardements, ou en Argentine, où des folles de mai tournent en rond à la recherche de leurs enfants. Oui, un enfant assassiné est toujours un malheur pour l'histoire de l'humanité. Nous ne sortirons pas d'ici comme nous y sommes entrés. Dans quelques jours, vous songerez légitimement à partir en vacances. Des millions de femmes et d'hommes et d'enfants partiront en vacances. Mais je ne sais pourquoi, depuis quelques semaines, je ne peux plus jeter le même regard sur des groupes d'enfants dans les chemins de fer ou dans les cours. Les écoles vont se vider, les colonies de vacances vont se remplir. Et vous penserez comme nous à autre chose. Les femmes de France veillent à ce que la coutume soit respectée. Et vous?
L'humanité va continuer. L'histoire va continuer de s'écrire. Je vous demande de laisser à la date du 3 juillet prochain une grande page blanche. Elle ne portera que cette date. Mais votre jugement aura la pureté de sa blancheur, j'en suis sûr, pour qu'un jour, quand nous ne serons plus là, aucune et aucun de nous, que si l'on interroge ce qui portera notre trace, lorsque quelqu'un, car il y aura quelqu'un qui demandera, mais quelle est la signification de cette page blanche? Quelqu'un aura répondu ici à cette place, c'est le linceul des enfants d'Isieux. Maître Roland Dumas, la Cour vous remercie. Le procès Barbie, une série de Dominique Missica, archive INA, mixage Marie-Dominique Bougaud et Anne Le Guéhenec, réalisation Pierrette Perronneau. De la presidencia del gobierno revolucionario de Cuba. À l'ombre des jeunes filles en pleurs, qui ne vont pas croire au malheur. Elles écoutent la radio, elles boivent du thé, au degré zéro de la liberté. C'est l'été sur France Culture. Au rendez-vous de l'été, 3 nouveaux magazines sur France Culture. Pour les taux levés, quartier d'été, chaque matin à 7h. Tout ce qui compose et recompose le débat public, le vif échange de contre-expertise à l'heure du déjeuner. Enfin, en direct des festivals d'été, le soir venu, Lumière d'août. Rencontres, portraits, débats, quartier d'été, 7h, contre-expertise, 12h45, Lumière d'août, 18h20. Vos magazines, du 26 juillet au 29 août. Regardez cette grotte, Françoise. C'est une cathédrale du désert, ça. C'est majestueux. Nous allons devoir parler tout doucement. Nous entrons dans un temple. Est-ce que nous allons oser marcher sur ce sable, Françoise? On va le contourner. C'est pas possible. Quelquefois, c'est pas possible. Les courbes sont tellement pures que quelquefois, il faut quand même savoir faire quelques pas de plus pour ne pas les détruire. Oh là là, l'ocre rouge. Et les petites alvéoles là dans le grès, on dirait des nids d'oiseaux, des nids de rondelles. Des sensations fortes, des horizons inédits.
France Culture revêt les couleurs de mondes à redécouvrir le temps d'un été. Rotation dans les terres australes, chaque jour à 10h05. Le voyage aux Caraïbes.